Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, résultat net en hausse de 56% pour Boiron. Le leader mondial de l'homéopathie basé à Messimy a annoncé un chiffre d'affaires de 534,2 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 17,4% par rapport à 2021. De bons chiffres qui s'expliquent encore par la présence de la crise sanitaire. Boiron s'attend désormais à une année 2023 moins brillante, avec notamment le recul de vente de tests Covid. Actimac, enfin dans la besace de LDLC. Le groupe dirigé par Laurent de la Clergerie a annoncé cette semaine avoir acquis 100% du capital du fournisseur et intégrateur de solutions de services informatiques. L'opération doit servir à renforcer le pôle B2B de LDLC. Et puis la métropole de Lyon, louée mais également critiquée pour ses aides au monde économique durant le premier confinement. Un rapport de la Chambre régionale des comptes salue l'efficacité de ces dernières et leur impact limité sur la situation financière de la collectivité. Par contre, elle juge illégale certaines exonérations de loyer, notamment celle accordée à JL Evans pour le centre des congrès. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Dans quelques jours, nous allons recevoir tous des œufs en chocolat. C'est la tradition puisqu'on est à quelques jours de Pâques. Il faut savoir que ces œufs en chocolat sont nés entre guillemets au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, à la fin, pendant le carême, on n'avait pas le droit de consommer des œufs, donc on les conservait pendant une quarantaine de jours. Et puis au XVIIIe siècle, j'imagine pour des raisons sanitaires, on a remplacé le contenu des œufs par du chocolat. C'est depuis ce jour-là que la tradition veut qu'on offre des œufs au chocolat. Mais le chocolat, c'est quoi ? Il y a plein de types de chocolat, il y a plein de qualités de chocolat. Et évidemment, pour parler de ça, j'ai invité la vitrine lyonnaise du chocolat, Philippe Bernachon. Philippe Bernachon, bonjour. Bonjour Damien. Avant qu'on rentre dans le détail du chocolat, du marché du chocolat, etc., est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce que c'est que l'enseigne Bernachon ? Alors, la maison Bernachon, elle existe depuis 1953. Donc, c'est mon grand-père, Maurice Bernachon, qui a créé la maison. Ensuite, il y a eu mon papa et maintenant, je suis avec mes sœurs et on s'occupe de la boutique lyonnaise avec son restaurant Salon de thé à côté et de la boutique parisienne. Alors, vous avez des spécialités qui font que vous êtes plus reconnu à travers le monde ou à Lyon. Vous pouvez nous parler de vos produits phares ? Alors, le produit phare, on va dire, c'est le Palais d'Or. C'est un bonbon à base d'une ganache. Une ganache qui est faite avec une crème épaisse, donc c'est bien spécifique par rapport à ce que font mes confrères. Et ça a une durée de vie d'1 mois et demi et c'est un goût très, très particulier, très marqué. Puis alors, vous avez un gâteau qui est connu mondialement, le président. Vous pouvez nous raconter l'histoire de ce gâteau ? Oui, bien sûr. Alors, le président, c'est un gâteau à base de génoise, de cerises confites et de ganache au praliné. Et donc, c'est un gâteau qui a été servi à l'Élysée en 1975, quand mon grand-père, Paul Bocuse, a reçu la Légion d'honneur des mains de la Valéry Giscard d'Estaing. C'est là que lui avait inventé la soupe aux truffes et que mon grand-père Bernachon et mon grand-père Bocuse se sont entendus sur un dessert. Donc, c'est un dessert qui existait chez nous avant, qui s'appelait le Montmorency, le fait d'une variété de cerises, et qui a été débaptisé pour s'appeler Bernachon, président, pardon. Et ça ne vous a pas donné l'idée de créer d'autres gâteaux de ce type-là, justement, pour marquer les grands événements ? Alors un jour, on avait fait, pour une occasion spéciale, le même avec du chocolat blanc, et on l'avait appelé le pape, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était à l'occasion, je crois, d'un dîner de gala. Exactement. Tout à fait. Ouais. Vous aviez envisagé de l'appeler le pape François, d'ailleurs. Ouais, oui, c'est ça. Il était excellent, puisque j'étais là et j'ai eu l'occasion de le goûter. Quand on passe devant votre vitrine du cours Franklin Roosevelt, il y a des queues avec énormément d'Asiatiques. C'est assez interpellant. Comment ça se fait que vous ayez cette clientèle-là qui vient faire la queue chez vous? Comment on se fait reconnaître à l'international? Alors, l'avantage du Japon, c'est que tout ce qui part là-bas, que ce soit du vin ou du food, c'est vraiment la très grande qualité. Donc, pour eux, quand ils peuvent acheter nos produits là-bas, ils achètent 3 fois, voire 4 fois le prix que ce que ça vaut chez nous. Donc forcément, quand ils arrivent dans nos boutiques, ils sont un petit peu excités parce que justement, le prix est bien plus attractif que ce qu'ils peuvent trouver au Japon. Et c'est un peuple qui est très ancré dans la qualité et dans l'histoire familiale. Et du coup, ça fait plus de 15 ans qu'on y va. Moi, j'y vais 1 fois par an pendant un salon juste avant la Saint-Valentin. Et ça fait beaucoup de business à ce moment-là. Donc après, on y va 1 fois par an, mais eux, ils viennent toute l'année.
Le chocolat, il paraît que c'est bon pour le moral, il paraît que ça ne fait pas grossir, mais en fait, c'est quoi le chocolat précisément? Il y a plein de chocolats différents. Mhm. Alors, le chocolat, il y a une matière première, qui est donc le cacao. Donc, pour la petite histoire, nous, on va torréfier notre cacao. Donc, c'est ce qui fait que notre chocolat est très différent par rapport à ce qu'on peut trouver chez mes confrères. On va mélanger 10 cacaos différents, de 10 provenances différentes. On va le mélanger avec du sucre, avec du beurre de cacao, de la vanille. Donc, c'est de bons produits. Et après, pour faire du chocolat au lait, on va rajouter du lait en poudre. Et pour faire du chocolat blanc, il n'y a pas du tout de cacao. Il n'y a que du sucre et du beurre de cacao, un peu de vanille. Nous, on rajoute un peu des amandes pour donner un petit goût d'amande. Mais on ne peut pas dire que c'est du chocolat, le chocolat blanc. C'est plus une friandise. Donc, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Chez Bernachon, on fait les trois, mais en réalité, le chocolat blanc, c'est pas tout à fait du chocolat, c'est très décrié. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, Euh, ça a été très décrié, là. Ça rentre un peu plus dans les mœurs maintenant. D'un point de vue économique, le marché du chocolat, il se porte comment? Est-ce qu'il y a un impact sur le coût du chocolat actuellement à travers le monde, pour des raisons ou climatiques ou pour des raisons de guerre en Ukraine, etc. Alors, actuellement, il y a quelques années, on avait eu un gros souci avec la vanille, parce qu'on utilise beaucoup de vanille et il y avait eu des récoltes qui étaient très mauvaises, des cyclones à Madagascar, par exemple. Donc, du coup, ça avait fait monter le prix de la vanille. Après, le cacao, ça peut vite monter dès qu'il y a une guerre civile ou autre, style en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est 70% du marché mondial. Donc, quand c'est un peu compliqué chez eux, bah, ça fait monter les prix de tout le monde. Mais là, actuellement, c'est plutôt calme. Donc, D'accord. Donc le chocolat ne fait pas partie de ces produits qui ont explosé, qui ont eu une inflation galopante. en fait, ça change tout le temps. Donc, il suffit qui verrouille un port parce que ça part tout par bateau. Il suffit d'une guerre civile, voilà. Et ça peut vite faire monter les prix. Mais là, actuellement, on est plutôt pas mal. Alors d'un point de vue environnemental, le chocolat a un impact. Vous, chez Bernachon, comment vous adaptez aux problématiques environnementales? Alors, nous, par exemple, le cacao, il vient on va dire, quasiment toute la planète. Parce que c'est autour de l'équateur. On travaille avec un importateur qui est basé à Amsterdam. Donc nous, on achète directement à l'importateur, on n'achète pas aux petits producteurs, parce que si on achète directement au producteur et qu'on a un souci, c'est très compliqué après pour lui renvoyer la marchandise. Que si on a un souci, si ce qu'il nous livre, ça ne nous convient pas, pour le renvoyer à Amsterdam, c'est plus simple que de le renvoyer au Venezuela. Et dans votre fabrication de chocolat, il y a des choses qui ont changé depuis quelques années, justement à cause de la problématique environnementale? Non, non, non. Après, il y a certains, on va dire, pays qui sont arrivés dans le cacao, qui n'étaient pas avant, comme le Pérou. Il y a 10 ans, ils n'étaient pas dans le cacao. Là, ils sont numéro 4 mondial, parce qu'ils ont la politique a fait qu'ils ont accentué la culture du cacao, mais sinon, les produits sont toujours d'une qualité égale par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. Alors, vous avez une main-d'œuvre qui est quand même très spécialisée. Vous allez la trouver où? Est-ce qu'elle est déjà formée? Est-ce que c'est vous qui la formez? Ça se passe comment en matière de main-d'œuvre? Il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent d'un manque de main-d'œuvre. La vôtre, elle est très spécialisée quand même. Oui, oui. Alors, on souffre de main-d'œuvre comme beaucoup d'entreprises. Après, nous, on en forme beaucoup parce qu'on a cette politique de former depuis de longues années. Donc, on a des BEP, des CAP, des BTM, des mentions complémentaires. Donc, ils font leur cursus de formation chez nous. Des fois, ils restent, des fois, ils veulent repartir, des fois, ils partent, mais ils reviennent. Donc, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Est-ce qu'il y a une spécificité chocolat français par rapport au chocolat belge, par rapport au chocolat suisse? Il y a une guerre, chacun se dit être le meilleur chocolat du monde. Ouais. Quelles sont les différences entre ces produits? Alors, le chocolat français, on va dire, il va être plus chocolat noir et chocolat avec de l'amertume, parce qu'on va mettre plus de cacao. Les Suisses, eux, c'est beaucoup le chocolat au lait, parce qu'ils font le forcing avec leur lait des Alpes, on va dire. Les chocolats belges, c'est un chocolat qui est beaucoup sucré, très sucré généralement. Donc après, chacun va là où il veut, mais c'est vrai que le chocolat français a une belle notoriété. Alors, lequel est le meilleur? Le français, bien sûr. Le lyonnais même.
Je passe de coq à l'âne, mais vous faites partie des toques blanches, puisque les toques blanches ont intégré également des pâtissiers, des chocolatiers, etc. Ça vous apporte quoi de faire partie de cette association de restaurateurs à la base? Oui, oui, oui. Alors, certes, c'est un groupement de restaurateurs, mais là, donc Christophe Marguin, qui est notre président, veut ouvrir avec tous les métiers de la bouche. Donc, on a fait rentrer des gens de la salle, des gens du vin, des gens de la chocolaterie, de la pâtisserie, faire rentrer un boucher, je crois, un fromager. Donc, on essaye que tout le monde fasse un bloc, on va dire. Et c'est une association où on essaye de défendre un peu nos métiers et Christophe le fait pas trop mal. Alors, on a vu récemment, je rebondis sur les toques blanches, récemment une soirée aux chandelles pour dénoncer les problématiques de coût de l'énergie. Vous, dans votre métier, l'énergie, c'est très impactant, ce coût d'énergie? Ben là, oui, avec ces derniers mois, on a eu des factures d'électricité qui ont triplé. Après, on ne peut pas bien faire autrement que se servir de l'électricité pour travailler. Donc, on est un peu au pied du mur, mais j'ai des confrères qui ont fait x7, x8. Donc, je me dis qu'avec mon x3, je suis plutôt pas mal. Alors, vous avez ouvert une boutique en 2019 à Paris. D'abord, donc grosse concurrence à Paris. Est-ce que vous rencontrez le succès escompté? Est-ce que c'est difficile justement d'aller dans une ville comme Paris qui a déjà beaucoup de pâtissiers reconnus? Alors, la boutique parisienne, il faut savoir qu'il n'y a que du chocolat. Donc, c'est déjà moins compliqué que de faire pâtisserie et chocolat. Et certes, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de confrères, mais il y a aussi beaucoup de clients et beaucoup de touristes. Donc, c'est une boutique qui marche très bien. Et dans vos chiffres d'affaires lyonnais ou parisiens, qu'est-ce qui pèse le plus? C'est la clientèle locale ou c'est la clientèle touristique? Après, à Lyon, on va dire que c'est très local. Et à Paris, il y a peut-être un peu plus de touristes à Paris qu'on en a à Lyon, mais ça se mélange plutôt pas mal. Et on a la e-boutique aussi qui fonctionne très bien parce que les gens ont pris l'habitude avec le Covid de rester chez eux et de faire leurs courses et que le lendemain, ça arrive. Donc, c'est une boutique qui marche très bien aussi. Alors, votre boutique à Paris, elle est rue de Sèvres, hein, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous êtes impacté en ce moment par les manifestations? Vous avez été obligé de fermer? On vous a abîmé votre vitrine parce que vous êtes sur un lieu de passage quand même? Oui, bien sûr. Écoutez, il y a pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps, samedi dernier, il y a eu une manif, ils sont passés devant, c'était plutôt calme, il n'y a pas eu de débordement, mais c'est sûr que pour le commerce, quand on a des manifestants qui passent devant nos vitrines, c'est jamais bien bon, mais voilà, après, on n'a pas bien le choix. Alors, j'en reviens à Pâques. C'est la plus grosse période de l'année pour vous ou c'est Noël? C'est Noël, la plus grosse période, et Pâques arrive juste derrière. C'est très long parce qu'on commence à faire les moulages à partir de fin janvier. Donc là, on va arriver au mois d'avril. Donc il y a beaucoup de marchandises et les gens viennent souvent au dernier moment pour faire leurs emplettes. Et après, c'est toujours très long à plier parce que les clients choisissent un œuf en particulier. Et après, on le plie, il y a tout un papier cadeau, il y a du papier de soie pour ne pas l'abîmer. Et ça prend beaucoup de temps. Donc des fois, les gens attendent un petit peu. Vous réinventez des formes chaque année ou des mélanges de goûts. Je vois que là, vous avez un œuf mi-chocolat au lait, mi-chocolat noir. Ça, c'est la nouveauté de cette année. Parce que les gens, ils nous disent toujours chocolat blanc, non, chocolat au lait, chocolat noir. Et là, du coup, cette année, on a décidé d'en faire un moitié-moitié. Donc, comme ça, au moins, il y en a pour tous les goûts. Et vous réinventez des formes aussi? Pas beaucoup. Nous, on reste sur du classique. Hein. Les gens, c'est des œufs, des poules, des poussins, des cocottes. Il y a déjà beaucoup de sujets. Et généralement, c'est très, très classique. Alors, quelle est la prochaine étape pour Bernachon? Est-ce que vous avez des projets? Alors, les projets, on en a toujours un peu, mais là, c'est plus de maintenir le cap, de bien stabiliser nos équipes, nos boutiques et de faire en sorte que tout aille bien. Ça représente combien de personnes à peu près, l'ensemble? On est à un peu plus de 60. Oui, donc ça devient une jolie PME quand même. Bon, en tout cas, Philippe Bernachon, merci. Je vous invite à aller voir la vitrine qui est au 42 cours Franck-Lansvel, qui est magnifique, surtout en général en période de Pâques, parce qu'elle est magnifiquement décorée. C'est aussi le cas à Noël. Et si vous voulez découvrir les produits Bernachon, si par hasard vous ne le connaissiez pas, je vous invite à aller sur le site bernachon.com. Et si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, comme d'habitude, vous m'adressez un mail à dgp@lyonmac.com. À la semaine prochaine. Merci.